Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par Anaba, avocat, comment faire du business développement en respectant la déontologie. Donc j'attends, bonjour à tous. Vous avez une partie de chat, vous allez pouvoir poser des questions, hein, vous êtes anonyme donc il est possible de poser des questions. J'attends Jafar qui doit se connecter pour représenter Anaba et qui introduira ce webinaire. En attendant, Bonjour à tous. bonjour Jafar. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tout le monde m'entend bien et tout le monde me voit bien? C'est parfait, Jafar. 26 participants, est-ce qu'on attend encore 1 ou 2 minutes? On avait 47 inscrits, donc évidemment on s'attend pas à ce que peut-être que tout le monde vienne, mais on va attendre un peu. Je vais enlever mon... On peut peut-être démarrer, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il faut que je partage les PDF, c'est bon, je vais... Ok, d'abord, on va présenter... Ok, bah écoutez, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 1 de ce webinaire avocat qui s'intitule Comment faire du business development en respectant la déontologie. Alors déjà Ludovic, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, qui sommes-nous? Qui es-tu? Ludovic, cofondateur de Plodder, une agence business développement marketing spécialisée dans les professions juridiques, notamment avocat. On accompagne quelques cabinets, on est une petite boutique hein, dans leurs actions de démarchage, business développement et stratégie de communication. Ok, super. Moi, Jafar, certains me connaissent comme le méchant dans Aladdin, je pense pour la plupart, mais je préfère jouer le rôle du consultant en business développement pour Camille d'Avocat. Cela fait 3 ans que je travaille qu'avec des cabinets d'avocats français. J'ai eu l'occasion notamment d'équiper une quarantaine de cabinets, donc 15 du top 50 des meilleurs cabinets français, selon le décideur 100 de notre CRM 100% français et automatisé, pour vous permettre de développer la communication et le business développement en quelques clics. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez probablement optimiser le business développement de votre cabinet, que vous soyez office manager, responsable communication et marketing, du business développement ou tout simplement associé. Vous êtes amené à toucher de près ou de loin à ce sujet qui est un enjeu majeur pour le développement de votre cabinet et un enjeu actuel surtout. Et donc, si nous avons tenu à organiser ce webinaire avec vous, c'est que nous nous sommes rendus compte avec Ludovic, en échangeant avec vous, que c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter en interne. Bien que vous ayez la volonté de mettre en place des actions, vous pouvez être freiné par peur de ne pas respecter la déontologie de votre profession, alors que vous avez déjà la ressource principale pour en faire, c'est votre réseau. Donc l'objectif de ce webinaire est très simple, c'est que vous soyez à l'aise à l'idée de réaliser des actions de business développement dans le respect total de la déontologie et du RGPD, en repartant avec des actions concrètes à mettre en place dès demain ou juste après la pause déj pour les plus motivés. Et évidemment, à la fin de ce webinaire, nous avons prévu une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions durant le webinaire. Nous y répondrons à la fin. Nous avons des modérateurs dans le chat qui pourront vous aider, répondre à certaines questions, mais pour la plupart, on y répondra à la fin de ce webinaire. Et également, dernière chose, je vous prie d'être indulgent, notamment avec moi. Ludovic, tu as plus l'habitude, je pense, de faire des webinaires. Mais moi, c'est une première pour moi. Et en tout cas, je suis très heureux de pouvoir faire ça avec toi, Ludovic, et avec vous, pour toutes les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup, Jafar. Le plaisir est partagé. Merci à toute l'équipe d'Anaba pour avoir organisé ce webinaire. Je pense à Louis, Dorian et évidemment toi, Jafar, avec qui on travaille très souvent.
Aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est déjà la faisabilité pour un avocat de mettre en place une stratégie de business développement, parce qu'il y a une croyance limitante qui persiste sur le fait qu'il n'est pas possible de communiquer son activité. Ça nous arrive régulièrement, on nous pose cette question, mais comment est-ce que je peux communiquer, le simple fait de communiquer, et plus précisément de mettre en place des stratégies de business développement. Alors, je suis pas un spécialiste en matière de déontologie. Il y a des avocats, des auteurs connus sur le sujet. Je vous invite à éplucher la littérature disponible sur ce sujet, sur les do's et les don'ts, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Je vous invite également à vous rapprocher de votre ordre. Il y a des commissions qui sont dédiées, qui sont très réactives. Dès que vous avez des questions, vous pouvez leur poser vos problématiques et ils vous répondront de manière très pratique et directe. Je vous invite également en préambule, à consulter le Vademecum du CNB qui a été publié en 2020, qui est un outil extrêmement pratique et facile d'utilisation. C'est vraiment l'outil de prédilection pour vérifier ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Ici, pendant ce webinaire, ce que je vais faire, c'est de vous partager 3 grands axes pour développer sa stratégie de développement. Je ne vais pas pouvoir aborder tous les moyens de communication par contrainte de temps, on est très limité. Donc, je vais exclure de cette présentation le tractage, la publicité sur Google, les plaques professionnelles, les cartes de visite, site internet annuel, annuaire avocat, affiche 4x3. D'ailleurs, toutes ces infos, vous allez pouvoir les retrouver sur le Vademecum. Mais de manière très pratique et simple, vous pouvez agir sur 3 grands axes que je souhaite vous partager aujourd'hui. C'est ce qu'on fait régulièrement chez Uploader. C'est ce que je peux faire en tant qu'avocat, c'est je peux initier les appels. Alors, je peux prendre mon téléphone et appeler, mais dans un cadre spécifique et avec prudence. Donc, j'ai pas sur cette slide volontairement écrit attention, il y a des limites, mais l'article 10.3 du RIN précise que la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message qui est exclusif de toute démarche physique ou téléphonique, y compris SMS, MMS, messages vocaux. Donc il est important, en fait, de rappeler que l'appel téléphonique de manière systématique ou massive, par exemple en contactant une liste de décideurs obtenus par Internet, va être prohibé par la déontologie. La déontologie interdit tout démarchage téléphonique direct auprès des prospects inconnus. Ça, c'est très clair dans les RIN, dans l'article 10.3. Les appels doivent donc être réservés aux relations qui sont déjà établies ou aux situations où le prospect a sollicité plus d'informations. Donc, on peut initier des appels sous certaines conditions. À vous de mettre en place des petites solutions pour obtenir ce feu vert. Pour cela, vous pouvez créer du contenu, créer du contenu informatif pour partager votre expertise. Les avocats peuvent créer et diffuser des contenus informatifs pour mettre en avant leurs compétences et leur domaine d'expertise. Ce contenu peut être de différents formats, des articles, des vidéos, des posts de blog, des publications sur des plateformes de réseaux sociaux type LinkedIn, qui est vraiment l'outil de prédilection. L'objectif ici, par la création de contenu, ça va être d'apporter de la valeur ajoutée au public en partageant vos connaissances utiles pour votre public. 2 points qui me paraissent importants d'être signalés, c'est éviter toute comparaison ou superlatif. Je suis le meilleur en droit de la consommation ou le meilleur cabinet pour le droit de la consommation, par exemple. Ça va être contraire à la déontologie. Et encore, pour la création du contenu, éviter les mentions de spécialistes ou avocats spécialisés, parce que ces mentions-là sont soumises à la validation d'un certificat de spécialisation et qui va être certifiant. Donc, c'est pas votre Master 2 en propriété intellectuelle qui va vous permettre de mentionner spécialiste en propriété intellectuelle. Ça va être des certificats dédiés. Donc, faites attention à cette petite mention. Vérifiez bien d'avoir ce certificat. Donc, vous pouvez créer du contenu. Nous, on recommande de vraiment apporter de la valeur à votre audience. Si vous apportez votre valeur
vous allez gagner la confiance de votre public et vous allez avoir votre posture d'expert. Encore faut-il faire attention un peu dans le wording pour respecter les principes de la déontologie. Troisième axe qui nous paraît pertinent, c'est la possibilité d'envoyer des emails. Donc, l'emailing est un outil qui est autorisé à condition qu'il soit personnalisé et pertinent pour le destinataire. Les avocats peuvent envoyer des informations utiles et appropriées à des contacts ciblés en veillant à ce que le message soit pertinent et apporte une réelle valeur ajoutée. Là, il faut quand même signaler la nécessité de respecter évidemment la déontologie et les règles en matière de RGPD. Pour rappel, on peut envoyer des emails à des particuliers, mais le consentement explicite du destinataire va être requis. Dans le cas de B2B, nous, ce qu'on affectionne plus chez Uploader, parce qu'on est plus sur des relations B2B, avocat d'affaires, le consentement préalable ne sera pas toujours nécessaire si l'email est en lien avec les fonctions professionnelles du destinataire. Il faut qu'il y ait un intérêt légitime à recevoir l'information. Donc, j'écris un email sur une actualité, je sais pas, en droit de la concurrence. Je pourrais l'envoyer à un juriste spécialisé en droit de la concurrence parce qu'il aura un intérêt légitime à connaître cette actualité. La CNIL va quand même recommander de mettre un opt-out, la possibilité de se désinscrire facilement de l'emailing. Donc ça, c'est le petit tips pour être en conformité. Les limites et encadrement de la sollicitation personnalisée, on peut globalement dire que vous pouvez faire la sollicitation personnalisée sous format email et lettre, mais pas d'appel téléphonique ni de visite physique. Toute sollicitation doit indiquer les modalités de facturation, ce qui signifie que le prospect doit comprendre dans quoi il s'engage. Si j'envoie un email pour dire actualité en droit de la concurrence, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si le clic m'envoie sur une consultation payante, en fait, ça c'est pas du tout possible. Il y a un principe de transparence qui va vous empêcher de faire cela. Donc, il y a beaucoup de bon sens. Ce que je peux faire, c'est d'apporter de la valeur, tout en étant très transparent dans ma communication. Ce qui n'est pas possible, ça c'est un point aussi qu'on souhaite surligner, c'est ce qui n'est pas possible pour l'avocat n'est pas non plus possible pour un tiers. Donc là, je parle en mon nom d'agence de marketing, c'est que si vous ne pouvez pas faire de démarchage téléphonique, on ne va pas pouvoir le faire pour vous. Il est interdit de passer par des tiers pour contourner ces règles. Tout message ou action de sollicitation doit être réalisé personnellement en conformité avec les règles déontologiques de la profession. Donc, si je suis avocat et que je souhaite développer mon business, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, je peux faire ces actions, je répète, faire des appels. Encore faut-il ne pas le faire de manière massive et comme on peut recevoir des appels récurrents pour utiliser du CPF ou un audit écologique. Je peux créer du contenu, articles, vidéos, publications, réseaux sociaux, livres blancs, etc. et faire de l'emailing tout en gardant en tête qu'il y a des règles légales qui s'imposent à tous, toutes les entreprises, et des principes déontologiques de la profession d'avocat qui sont loyauté, dignité, transparence, équité, etc. Donc, pour faire du business développement en respectant la déontologie, chez Uploader, on recommande de créer du contenu à haute valeur ajoutée qui va donner de la valeur à votre public et assurer votre posture d'expert sur le sujet et laisser la possibilité à ce public de prendre contact avec vous, prendre attache, par exemple en remplissant un formulaire pour débloquer un guide ou un article ou une vidéo. Ainsi, vous aurez la possibilité d'être proactif. Vous avez donné de la valeur, on vous a donné des moyens de prendre contact avec ce public et vous aurez la possibilité d'être proactif en envoyant un email ou prendre des rendez-vous via un appel téléphonique. Un autre point qu'on souhaite aborder avec vous lors de ce webinaire, c'est la distinction entre les différentes notions de communication, marketing et business développement, parce qu'on rencontre souvent des équipes de communication interne qui sont spécialisées dans la gestion de l'image et la réputation des cabinets, mais à qui on va demander de réaliser des actions de business développement, donc simplement parce que c'est le sujet à la mode, faut dire ce qui est. Cependant, pour garantir l'efficacité de la croissance du cabinet, il est essentiel de comprendre la distinction entre les trois notions pour éviter toute dispersion des ressources.
Donc pour illustrer cette distinction, je vais utiliser 3 cercles concentriques pour que vous puissiez vraiment avoir une idée claire des 3 fonctions. La première fonction est la fonction de communication, qui va se concentrer sur la gestion de l'image du cabinet. Son rôle, c'est de faire connaître le cabinet, le branding, de transmettre ses valeurs, présenter les services au public cible, que ce soit les clients, les partenaires, la presse. C'est la base de la visibilité, de la notoriété du cabinet, c'est le branding. En exemple de moyens de communication, on va voir les politiques RSE, l'identité du cabinet, les valeurs, le positionnement général. En deuxième cercle, on va avoir la fonction marketing, qui va viser à identifier, comprendre et répondre aux besoins des clients. Donc là, il consiste en une stratégie complète incluant l'étude de marché, positionnement, définition de l'offre de service et sa promotion. Le marketing oriente les efforts du cabinet vers une meilleure compréhension du marché et sa réponse via une offre de service adaptée aux attentes des clients. Donc, on va pouvoir mettre en place des stratégies pour promouvoir une équipe, un département, un savoir-faire particulier pour un public ciblé, segmenté. On le verra tout à l'heure avec Jafar pour cette idée de segmenter son public. Par exemple, je vais rester sur le droit de la concurrence parce que j'ai pris ces exemples-là, mais il y a la transposition de la directive sur les actions indemnitaires en droit de la concurrence en droit français. Je vais communiquer sur les conséquences de cette transposition à un public cible qui aura un intérêt à recevoir cette information pour mieux les appréhender. Là, on est sur de l'action marketing, c'est-à-dire qu'on va avoir un emailing de marketing pour promouvoir les services du cabinet sur un sujet particulier, sur une expertise particulière qui est au sein du cabinet, en apportant de la valeur. Et enfin, dernier cercle, c'est le sujet du jour, c'est le business développement. Alors, le business développement, ça va se concentrer finalement sur l'identification des pistes concrètes et la prise de contact. Il s'agit d'une approche plus directe, axée sur des résultats mesurables, pour le coup. Les KPI typiques incluent le nombre de rendez-vous, le taux de conversion, le retour sur investissement. Donc, contrairement aux idées reçues, on pourrait se dire business développement, bon, c'est du démarchage, des stratégies agressives. En fait, c'est plutôt les résultats de la politique marketing qui sera mise en place au sein du cabinet. C'est le processus en bout de chaîne pour aller chercher à transformer finalement la relation en opportunité. Donc, l'objectif finalement de la distinction entre les 3 fonctions, c'est de rassurer les avocats sur le fait que le business développement, c'est le process en bout de chaîne, mais également aussi les équipes support de communication, les office managers, qui sont sans doute dans le public, que finalement, c'est pas un process de vente forcée, c'est plus comment je transforme l'essai, comment je vais utiliser du contenu marketing utilisé par les avocats, rédigé par les avocats, pour essayer de développer leur relation d'affaires. Ainsi, chaque fonction a son rôle spécifique dans le développement du cabinet, que ce soit la communication, le marketing et le business développement. Mais je pense qu'il faut être plus détendu à l'idée de parler de business développement. Vous avez beaucoup de leviers, nous on le fait tous les jours. On peut créer du contenu, on peut aller chercher le rendez-vous, et ensuite le rendez-vous sera peut-être une opportunité de développement d'affaires. Donc ça, c'était vraiment les sujets qu'on souhaitait avoir. Le grand sujet, finalement, c'est pour mettre en place sa stratégie de business développement, c'est quels sont les objectifs que je souhaite atteindre et auprès de quelle cible. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce webinaire avec Anaba, parce que ils organisent, donc on peut parler librement d'Anaba, mais c'est vraiment l'outil de prédilection pour pouvoir segmenter sa liste et atteindre les cibles qui doivent recevoir l'information à haute valeur ajoutée pour pouvoir créer une relation, créer de la confiance et ensuite prendre des rendez-vous qui peuvent déboucher à des relations d'affaires. Très bonne transition, Ludovic. Merci. Pourquoi on a décidé de faire ce webinaire sur le business développement avec vous? C'est surtout après qu'un associé d'un cabinet client m'a dit « Nous sommes passés d'un marché de la demande à un marché de l'offre ». Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Avant,
il y avait moins ce souci de la concurrence. Les prospects vous tombaient un peu dessus et restaient parce qu'il y avait moins de cabinets, moins de visibilité, car moins de communication possible pour vous. Mais en échangeant avec vous, je me suis rendu compte que ça avait énormément évolué. Aujourd'hui, il est clair que pour vous développer, il faut mettre en place des actions pour aller chercher de nouveaux clients et fidéliser notamment les existants, parce que sur une même pratique juridique, aujourd'hui, quand on tape le nom de la pratique juridique sur Google, on va tomber sur 5, 6, 7, voire 10 cabinets. Je parle vraiment qu'en France, et surtout que de plus en plus, il y a d'autres professions libérales qui veulent et peuvent prendre aujourd'hui certaines parts de marché des avocats, comme les comptables, les notaires et les notaires sur certaines pratiques. Donc, ce pourquoi je vous présente l'échelle du business développement que l'on a co-créé avec nos clients avocats et partenaires, dont Ludovic ici présent, qui reprend les 6 niveaux de business développement à atteindre pour faire partie du top 4% des cabinets avec plus de maturité en matière de stratégie de développement commercial. Je vais donc vous expliquer ce que comporte chaque niveau pour vous permettre aussi de mieux vous situer. Est-ce qu'on est plutôt au niveau 1, niveau 3, niveau 5, niveau 6, et vous présenter 3 actions concrètes à mettre en place pour les atteindre simplement et gravir justement cette montagne ou cette échelle du BD ensemble. Donc, la première, le premier niveau, c'est très simple, c'est l'inactivité totale. Donc, qu'est-ce que j'entends par inactivité totale? C'est une absence d'action en matière de développement commercial. Donc là, pour le coup, il n'y a aucune action qui est mise en place. Sur vraiment le niveau 1, le niveau 2, on est vraiment sur... on est plutôt passif. Il n'y a pas d'action qui est mise en place pour la première, donc il n'y a aucune action. Là, on est vraiment sur ce que je disais quand vous étiez sur un marché de la demande où en fait les leads tombaient tout seuls et il y avait mise en place pour justement permettre d'élargir ce réseau professionnel. Le deuxième niveau, le networking passif, participation occasionnelle à des événements et interactions sur les réseaux professionnels. Réseau professionnel, j'entends LinkedIn. Donc là, vous avez une page entreprise, vous faites quelques posts, vous likez certains posts aussi, quelques commentaires par-ci par-là. Vous participez simplement à des événements où vous êtes invité et rien de plus. Maintenant, je vais vous présenter les 3 prochains niveaux, niveau 3, 4 et 5, où là, on va rentrer vraiment dans une phase active pour vous permettre de mieux élargir son réseau. Et avant ça, je voulais vous demander, vous, maintenant, Dorian, tu peux lancer le sondage. Selon vous, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que votre cabinet, vous êtes plutôt au niveau 1, aucune action est mise en place aujourd'hui. Niveau 2, les associés participent aux événements sur lesquels ils sont invités simplement. Niveau 3, vous diffusez du contenu, vous organisez des événements comme des anniversaires, des cocktails, et pour le contenu, c'est l'envoi de vœux. Est-ce que vous êtes au niveau 4 où là vous êtes vraiment proactif pour aller chercher de nouveaux clients. 5, vous avez une vraie stratégie de business développement. Et 6, vous avez un pôle business développement en interne où vous avez une réelle stratégie mise en place avec des personnes dédiées au business développement. Vous avez normalement le sondage qui est dans la partie sondage. Donc je vais vous laisser 10-15 secondes pour y répondre et ensuite je vais vous montrer. On va passer sur les actions concrètes pour avancer dans cette échelle du business développement. Ok, donc là je vois niveau 2, niveau 4, niveau 3, donc plutôt entre niveau 2 et niveau 4. Donc, après notre sondage qui a été réalisé sur, comme vous le voyez, une étude sur 253 cabinets en 2024, on s'est rendu compte, donc là je le vois aussi dans les résultats, que la plupart des cabinets sont au niveau 2, donc plus de 33% des cabinets sont au niveau 2. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de passer cette étape-là parce qu'on le sait, vous voulez mettre en place des actions de business développement, mais il faut vraiment passer cette étape-là, ce plafond de verre où en fait on fait du contenu, mais on veut passer cette étape supérieure parce que évidemment,
quand vous embauchez des responsables communication, l'idée finale, c'est d'avoir de nouveaux prospects pour tenter de le signer et avoir plus de clients. Donc, comment on passe au niveau 3? En échangeant avec vous, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup trop de cabinets qui ont leurs contacts qui sont dispersés dans plusieurs sources de contacts, que ce soit les mails, les Excel, LinkedIn, les cartes de visite ou votre logiciel métier. Et ça vous empêche vraiment de capitaliser simplement sur votre réseau. Ça rend tout compliqué et inexploitable parce qu'on ne sait pas par quoi commencer et ça demande surtout énormément de temps. Avant l'envoi de chaque action, vous devez aussi rassembler les contacts, demander aux associés de mettre à jour leur base, leur demander de remplir sur des Excel les contacts auxquels ils pensent. Et même eux, en fait, ils n'ont pas, ou même vous, associés qui êtes là, vous n'avez pas envie de faire ça et de passer du temps là-dessus. J'ai aussi rencontré des cabinets qui avaient un fichier par associé et ils sont 17, 18 associés. Donc vous imaginez le travail pour le ou la responsable communication d'aller rassembler tous ces fichiers de contact-là pour ensuite les compiler, les mettre à jour ou essayer de les mettre à jour pour l'envoi d'actions de communication. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez beau avoir le meilleur contenu à envoyer pour vos newsletters ou vos vœux ou les invitations aux événements, tant que votre base n'est pas complète et à jour, les contacts ne les recevront pas et votre contenu aura beaucoup moins d'intérêt. Donc la première chose pour vous permettre d'atteindre ce niveau 3 et donc de diffuser du contenu de qualité et d'organiser des événements avec le plus de participants de qualité qui viennent à vos événements, il faut absolument que vous ayez une base centrale complète, à jour et segmentée. Ludovic, est-ce que tu avais peut-être une anecdote ou à nous raconter là-dessus, toi qui travailles en interne dans les cabinets d'avocats, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors ça, c'est quelque chose qu'on constate très régulièrement, c'est que les cabinets ont une ressource considérable d'opportunités par cette liste de contacts, mais qui est souvent éparpillée. Ce sont souvent des contacts qui sont glanés et mis dans des Excel, dans des Word. Euh, alors chaque associé a sa liste, plus ou moins à jour de 10 ans, éparpillée. Donc c'est assez difficile de tout avoir en main. Ça prend souvent beaucoup de temps. On le voit régulièrement pour l'envoi des vœux. C'est bientôt le moment où en fait on se pose la question, bon, on envoie à qui? Alors, il y a toute une phase de collecte de ces différents Excel, Word, et souvent la liste n'est pas à jour. On a eu une mauvaise expérience d'ailleurs sur ces sujets où un client nous avait dit que la liste était à jour, à jour, à jour, et puis en fait en envoyant l'emailing, on a compris que c'était pas à jour parce qu'il y a eu beaucoup de taux de rebond avec 50% de non-réception. Donc c'est important d'avoir ces listes. Encore faut-il qu'elles soient à jour. Mmh. Et surtout, je me rends compte, Ludovic, qu'il y a encore beaucoup de cabinets qui n'envoient pas les vœux, notamment, ou d'autres actions comme les newsletters. Et en creusant un peu plus, je me rends compte qu'en fait, ça leur demanderait beaucoup trop de temps d'aller rassembler les contacts, de les mettre à jour. Du coup, ils lâchent l'affaire et ils ne font rien. Donc, pour passer ce niveau-là et ce cap-là, la première chose, vous avez la ressource. La ressource, elle est pour la plupart dans les boîtes mail, parce que c'est là où c'est votre outil principal que vous utilisez pour échanger avec vos contacts. Évidemment, votre téléphone aussi, mais on s'est rendu compte que la boîte mail, c'est là où vous avez aussi toutes les coordonnées de vos contacts. Mais cette ressource, elle est inexploitée. Vous l'avez, donc ça, c'est le plus important. Et maintenant, c'est comment vous allez pouvoir l'exploiter au mieux pour commencer à être actif et donc diffuser du contenu de qualité à des cibles précises et organiser des événements en invitant les meilleures personnes pour vous. Après avoir passé cette étape 3, vous pouvez arriver au niveau 4. Donc le niveau 4 est selon moi et aussi pour les associés clients de notre solution le plus pertinent pour développer le chiffre d'affaires du cabinet, car aussi le plus simple à mettre en place et à haute valeur ajoutée directe, donc il y a un impact direct. Ludovic, le mercato, cela consiste à identifier les changements d'entreprise de vos ex-clients et prospects. Pourquoi c'est pertinent? Car vous, en tant qu'associé, vous n'êtes pas des commerciaux, les responsables communication office managers ne sont pas des commerciaux non plus, et vous n'aspirez pas à être des commerciaux, à prospecter froidement des contacts que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi je vous propose une méthode simple, avec un retour sur investissement rapide. Prenez votre liste de clients et allez
identifier tous les changements d'entreprise de ses clients. Nous, on le fait automatiquement et en continu en temps réel avec notre technologie, mais évidemment, vous pouvez également le faire à la main sur LinkedIn. Ça vous prendra plus de temps, mais c'est possible parce que la ressource, encore une fois, vous l'avez. Vous y avez accès soit sur votre logiciel métier, sur des Excel ou dans vos mails. Mm. Un simple message de félicitations, un coup de fil pour prendre des nouvelles de votre ex-client, pour ainsi vous permettre de prendre un rendez-vous simplement, car là, on ne parle pas d'un prospect froid, on parle d'une personne que vous connaissez déjà. C'est un ex-client, vous avez déjà travaillé avec lui, il vous connaît déjà, il connaît déjà votre qualité en tant qu'humain, mais aussi la qualité de votre service. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances d'aller signer un contrat ou de prendre rendez-vous avec cet ex-client qui, généralement, si ce sont des directions juridiques, ils vont en fait rester dans le même secteur d'activité et avoir la même activité professionnelle. Donc là, par expérience, les cabinets clients qui utilisent Anaba, c'est leur première source de nouveaux contacts, en fait, de nouveaux prospects, c'est d'aller justement identifier les ex-clients qui ont changé d'entreprise pour capitaliser dessus et tenter de prendre des rendez-vous avec ces personnes-là. Ludovic, de la même façon, est-ce que tu as des anecdotes à raconter là-dessus, toi qui as pu utiliser ce logiciel dans certains cabinets? Ouais, ouais, ouais. Et d'autant plus que j'ai pu voir l'évolution de la solution Anaba et l'arrivée de cette fonctionnalité Mercato. Euh, Moi, j'ai une bonne anecdote sur le Mercato. J'ai un client qui travaillait sur des sujets loi Sapin 2 avec un annonceur sur des règles de transparence publicitaire. Et, euh, et lors de ces mails avec la direction juridique, enfin la directrice juridique, ben, en CC, il y a toujours l'équipe juridique. Et au bout de, je sais plus trop combien de temps, mais on a reçu une notification Anaba sur le fait que une des juristes qui était dans les boucles d'email, en fait, était devenue responsable juridique d'un autre annonceur. Donc ça a pu nous mettre en place une petite stratégie d'aller sur LinkedIn, envoyer toutes nos félicitations. Tu disais ça, Jafar, mais c'était vraiment le cas. Ce qui a permis en fait de créer un contact avec une entreprise qui n'était pas dans le portefeuille client de notre client. Donc c'est très efficace, euh, ça permet d'avoir une information en temps réel parce que c'est des informations qui prendraient un temps un temps chronophage hein, de vérifier sur LinkedIn qui fait quoi et qui va où. Donc là c'est très simple d'utilisation et c'est très performant. Et aussi assez simple à mettre en place parce que souvent en fait on est réticent à l'idée d'aller prospecter, contacter cette personne-là. Nous ne sommes pas des commerciaux, la déontologie, le RGPD. Ben là, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller contacter des personnes que vous connaissez déjà. Et en plus, ces personnes-là se sentent valorisées parce que vous les avez suivies. Et c'est pas juste vous avez signé un contrat avec eux, un dossier, et ensuite c'est terminé. S'il a changé d'entreprise, on le met de côté, on n'en parle plus. Donc, encore une fois, capitalisez sur votre réseau de contacts déjà existant. Ensuite, le niveau 5, élaboration de plans pour attirer et fidéliser des clients. Là, nous entrons dans une stratégie de développement plus sophistiquée pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les existants. Encore une fois, et vraiment, j'appuie là-dessus. Vous avez la ressource principale pour réaliser des actions de business développement. C'est votre réseau, mais ce réseau, qui selon nous, encore une fois, est encore plus présent dans vos mails, peut être dormant. Je vous ai montré au niveau intermédiaire et juste avant comment exploiter le réseau existant et vivant. Votre base de contacts, vous allez la segmenter, la centraliser. Maintenant, je vous propose d'exploiter votre réseau dormant. Donc tous ces clients avec qui vous n'avez plus de nouvelles, les prospects avec qui vous avez ouvert des dossiers il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, mais que depuis ce temps, il ne s'est plus rien passé, ils n'ont jamais été signés, parce que pour la plupart d'entre vous qui n'ont pas de CRM, vous n'avez pas mis de tâches de suivi, de rappel pour se dire, OK, cette personne-là avait un problème au niveau budgétaire, il faudrait que je le rappelle dans 6 mois, parce que voilà, on n'était pas loin de signer, mais il ne s'est rien passé. Ces personnes-là, capitaliser dessus. Donc moi j'appelle ça les contacts dormants. Ça c'est la première chose, c'est capitaliser sur ces contacts dormants qui peut-être sont la partie cachée aussi de l'iceberg, alors que ce sont des contacts pertinents parce que à un moment donné dans votre vie vous les avez contactés pour un but commercial ou d'accompagnement. Et la deuxième chose, on entend souvent parler
chez les cabinets d'avocats, c'est le cross-selling. Beaucoup, donc vous savez ce que c'est le cross-selling, certains ne le savent pas et d'autres qui savent ce que c'est mais ne savent pas trop comment le développer. Je vous donne un exemple. Vous avez signé un client, donc un des associés du cabinet a signé un client sur une pratique juridique spécifique. Plutôt que de ce client-là sur une seule pratique, peut-être qu'un autre associé peut capitaliser dessus pour tenter de le signer aussi ou l'accompagner en tout cas sur d'autres pratiques juridiques. Ça se fait de plus en plus dans les cabinets d'avocats et Ludovic, si tu as déjà vu ce cas-là aussi dans les cabinets que tu accompagnes ou dans lesquels tu travailles, est-ce que c'est une pratique que tu as vue toi dans ces cabinets? Le cross-selling, c'est vraiment un sujet, cabinet d'affaires. Ça, c'est un sujet pour tous les cabinets d'affaires, mais c'est toujours compliqué dans tous les cabinets de le mettre en place, hein. C'est parce que bon, chaque associé a sa clientèle, mais c'est vraiment le sujet on est souvent confronté à ce sujet. C'est-à-dire que je souhaite mettre en place des stratégies de cross-selling. Encore faut-il qu'il y ait une volonté de tous les associés. C'est difficile hein, d'obtenir l'adhésion de tous les associés, mais le fait d'avoir cette possibilité d'avoir une liste segmentée par entreprise, par secteur, en fait, ça facilite le passage à l'action. Parce que c'est déjà difficile de mettre d'accord tous les associés sur le fait de faire du cross-selling. Une fois qu'on a le feu vert, bah, si on a un outil qui nous permet de le faire simplement, ça permet de passer rapidement à l'action. Hmm. Si, tu veux que je donne un exemple, Jafar ou, Oui, pourquoi pas. euh, Nous, ce qu'on fait, c'est Shoploader, c'est on organise souvent des espèces de rendez-vous tête-à-tête avec les différents associés pour savoir, ok, bon, qu'est-ce que vous faites en ce moment? 5 minutes, 5 minutes. Alors, c'est pas du Tinder, c'est pas du Tinder, mais c'est un peu que tous les associés ont un peu connaissance de la pratique actuelle, des besoins actuels, hein, du besoin actuel de leur client type. Ça permet que tous les avocats ont en tête les différentes problématiques, je sais pas, d'IP, d'IA, parce que c'est un vrai sujet en ce moment. Bah, ça va permettre à l'avocat de pouvoir rebondir lors d'un rendez-vous client pour poser des questions. Donc le cross-selling, c'est génial. Encore faut-il qu'on ait une culture commerciale au sein des associés pour mettre en place cette culture hein, du cross-selling. En fait, c'est une culture, le cross-selling. C'est plus qu'un mot, quoi. Et aussi une réelle volonté de mettre en commun les contacts entre associés. Euh, on respecte évidemment, il faut respecter le choix de chaque associé de partager ses contacts, mais évidemment, s'il n'y a pas de mise en commun des contacts entre les différents pôles au sein d'un cabinet pluridisciplinaire, par exemple, le cross-selling est plus compliqué. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Ouais, c'est certain, c'est certain. En tout cas, quand vous avez passé toutes ces étapes et que vous avez un vrai plan de business développement, vous pouvez maintenant mettre en place une équipe dédiée au business développement qui va vous permettre d'exploiter votre ressource déjà existante, vos contacts pour développer le chiffre d'affaires de votre cabinet. Donc, nous sommes revenus avec Ludovic sur les 3 points, les 3 techniques pour, les clés en tout cas pour pouvoir vous permettre de développer votre business développement dès la fin de ce webinaire, à savoir les niveaux 3, 4 et 5. Donc 1, ayez une base de contact centrale avec des contacts complets et à jour, sans quoi vous ne pouvez pas optimiser la diffusion de vos événements, diffuser du contenu de qualité à des cibles complets et à jour. Niveau 4, donc deuxième technique, networking proactif, le mercato, capitaliser sur vos clients déjà existants. Vous avez fait le plus dur, vous avez signé des clients à froid. Maintenant, capitalisez dessus, suivez-les jusqu'au bout. Et dernière astuce, stratégie de développement client, donc le niveau 5, capitalisez aussi sur le réseau dormant qui est la partie cachée de l'iceberg. En tout cas, j'espère que ce premier webinaire vous a permis d'avoir les clés pour mettre en place des actions de business développement concrètes, sans trop d'efforts, car le business développement est à portée de main. Vous avez déjà la ressource principale dans vos mails, dans vos Excel. Il faut tout simplement la réveiller. Ludovic, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut passer à la partie questions-réponses?
Rapidement, si je dois donner 2-3 tips là pour que vous puissiez travailler sur une stratégie de BizDev à l'issue de ce webinaire, c'est définir des objectifs, hein. Il faut identifier des objectifs clairs, les cibles, les activités marketing à mettre en place pour pouvoir valider ces objectifs. Utiliser un CRM parce que c'est quand même beaucoup plus pratique et j'ai envie de dire c'est essentiel, mais bon, faut pas non plus que ça fasse trop pub. mais en fait, sans CRM, vous allez perdre un temps fou à recouper l'information. Donc un CRM, c'est quand même primordial pour toute activité de BD. Ensuite, créer du contenu marketing dédié au développement commercial, donc du contenu à haute valeur ajoutée, conférences, des guides, des vidéos, des articles, à qui vous allez pouvoir envoyer sur des cibles segmentées, hein, du fait du CRM. Et ensuite, prendre des rendez-vous et transformer ces rendez-vous en opportunités d'affaires. En tout cas, capitaliser sur votre réseau, c'est le plus important. Vous avez déjà la ressource principale, il faut juste la réveiller. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu dans le chat? Pouvez-vous m'expliquer précisément comment vous distinguez les clients de niveau 4 et de niveau 5? Alors, on va retourner sur le niveau 4. Pardon, le niveau 4. Donc, pour le niveau 4, là, on parle vraiment que des clients. Le niveau 5, on va plutôt parler, merci à tous, merci à ceux qui doivent partir. En tout cas, le niveau 4, on va vraiment capitaliser que sur les clients existants. Donc en fait, concrètement, vous prenez votre base de contact client et là, vous allez identifier soit sur LinkedIn ou soit en utilisant une technologie qui permet de faire ça, comme Anna par exemple, qui permettrait d'aller détecter les changements d'entreprise de ces contacts-là, notamment via LinkedIn. Vous prenez la base client et vous allez voir un peu sur LinkedIn ou sur la presse ou sur Internet, vous allez pouvoir trouver cette information. Qui sont les clients qui ont changé d'entreprise? Et c'est ceux-là que vous allez contacter en priorité, parce que ce sont les contacts les plus qualifiés et qui seraient les plus à même justement de vous écouter et de faciliter la prise de rendez-vous. Pour le niveau 5, là on va un peu plus loin. Là, comme je vous disais, c'est la partie un peu dormante ou cachée de l'iceberg. Là, c'est plutôt les prospects et clients inactifs. C'est que ce sont des personnes que vous avez signées ou pas, mais avec qui vous avez eu de nombreux échanges, mais il ne s'est plus rien passé depuis un certain temps. Alors que c'est important. Les commerciaux, par exemple, ceux qui sont habitués à faire du développement commercial où c'est leur métier, eux, ils vont suivre, en tout cas les meilleurs d'entre eux, ils vont suivre ces contacts-là. C'est pas parce qu'un prospect vous a dit non à un moment que c'est terminé. Peut-être que c'était juste pas le bon moment parce qu'il y a un enjeu aussi de timing. Et donc prenez ces contacts-là et allez les relancer ou mettez-les tout simplement dans des boucles de newsletter, envoyez-leur les vœux. Faites du contenu plus indirect, mais nous, Ludovic, c'est vrai que nous, on aime bien plutôt faire une approche beaucoup plus directe et donc d'aller relancer directement sur un sujet précis avec du bon contenu de qualité contacts-là pour tenter de les réveiller. Donc, niveau 4, c'est exploiter le réseau client. Niveau 5, c'est exploiter le réseau dormant avec qui vous n'échangez plus depuis un certain moment. Est-ce que ça répond à votre question? Avec plaisir. On va laisser encore 2 petites minutes qui peuvent être très longues s'il n'y a pas de questions. Le CRM peut-il être l'Office Manager? Ludovic, est-ce que tu peux répondre à cette question? Peut-il être géré par l'Office Manager ou peut-il Je pense devenir que l'Office beaucoup de Manager? cabinets veulent justement que ce CRM soit dans la tête de l'Office Manager pour gérer les contacts. Il n'y a pas Je sais pas. encore d'IA qui permet de remplacer l'Office Manager, je pense. Mais... Non, mais le CRM, on travaille avec des clients qui ont le CRM, pour le coup, Anaba, qui est géré par l'Office Manager.
Donc souvent on a deux accès, un accès Office Manager, un accès externe Uploader, et on travaille avec l'Office Manager pour dresser des listes, euh, nettoyer certaines listes pour certains avocats. Donc l'Office Manager peut, doit même, j'ai envie de dire doit, avoir les mains sur le CRM pour pouvoir donner rapidement l'information et centraliser un peu ce CRM qui a par principe vocation à uniformiser les contacts, centraliser ces contacts entre les différents associés. Donc l'Office Manager doit, j'ai envie de dire, avoir les mains sur le CRM et assurer, chapeauter un peu, être le champion finalement du CRM au sein du cabinet. Mais ça ne peut pas être évidemment l'office manager parce qu'il faut avoir une vision, en fait, un outil matériel, enfin matériel ou immatériel évidemment sur l'ordinateur pour avoir une vision sur les contacts. Donc l'office manager peut avoir en tête les contacts importants, mais évidemment si cet office manager part ou l'office manager ne peut pas avoir une idée de plusieurs milliers de contacts en tête, donc Ouais. le CRM ne peut pas être l'office manager pour répondre à la question. Nous avons une question dans question. C'est Quelle sur approche, c'est dans la partie question, quelle approche, entre parenthèses, différente pour démarcher à l'international pour le marché français européen? Là, ça sera une, une différenciation sur le contenu marketing que vous allez mettre en avant en fait. Les règles déontologiques vont s'appliquer. Maintenant, c'est à vous d'adapter votre message, votre contenu à votre audience. On part sur les mêmes, c'est un peu les mêmes règles qui vont s'y appliquer. En tout cas, sur les techniques que l'on vous a montrées, vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous voulez pousser la partie comment rentrer sur le marché international d'un pays, moi, Et personnellement, oui. la phase 6, tu as une question sur la phase 6 sur l'échelle niveau 6? Franchement, si vous arrivez à la phase 6, vous faites partie déjà du top 4% des cabinets qui sont les mieux structurés en matière de business développement. Évidemment, ça sert à rien d'avoir une équipe de business développement s'il n'y a pas d'action business développement mis en place. Ludovic, tu l'as bien mentionné Ouais, qu'il faut avoir des objectifs clairs et tout ce que tu as mentionné par la suite. Mais en tout cas, si vous avez une équipe commerciale qui va réaliser les actions que l'on vous a proposées, qu'on vous a conseillé, pour moi, vous pouvez tenir des années et continuer à grandir, grandir, grandir. De toute façon, la finalité, ça reste le business développement. Donc, c'est signer des contrats, tout simplement. Pour moi, ouais. c'est après avoir mis en place une équipe commerciale, ça vous permettrait de prendre plus de rendez-vous. Et ensuite, quand vous avez plus de rendez-vous, vous allez aussi avoir plus de contrats. Et donc là, c'est affiner aussi le discours peut-être et tenter de signer plus de clients. Et pour compléter, parce qu'on demande les actions concrètes, Mm. nous, notre activité, c'est d'externaliser toute l'approche commerciale. Donc le niveau 5, 6, on externalise tout ça. Mais on va assister des équipes BD au sein de cabinets sur des actions marketing ponctuelles, coacher aussi, former les équipes BD pour avoir plus de résultats et former aussi les associés sur la tenue du rendez-vous, comment je peux upsell, comment je peux avoir une croissance des comptes, comment j'active mon réseau proche, ma Powerbase, les contacts que j'ai dormants ou actifs, comment je fais pour aller plus loin. Donc, comme dit Jafar, il n'y a pas de limite, en fait. Une fois qu'on est au niveau 6, on s'est donné tous les moyens de réussir. Maintenant, c'est ce que je disais au cours du webinaire, c'est tout dépend des objectifs. Donc là, il faut rehausser les objectifs et adapter sa stratégie BD pour les atteindre. Donc en fait, le niveau 6, c'est vous avez tous les moyens pour réussir. Encore faut-il performer sur les indicateurs de performance.
Donc, prise de rendez-vous, opportunités commerciales débloquées, chiffre d'affaires généré, panier moyen, enfin, il y a mille et une. Fonctionner comme une entreprise privée qui a une direction commerciale avec un vrai suivi des commerciaux, de leurs objectifs, des KPI. Là, on atteint un autre niveau. Mais en tout cas, aujourd'hui, les cabinets d'avocats fonctionnent, enfin, les associés fonctionnent comme des dirigeants de sociétés à part entière. Donc, ils doivent eux aussi mettre en place des actions BD et sinon les déléguer à des équipes en interne. Au même titre que tout type d'entreprise privée. Peut-être qu'on fera un jour, Ludovic, un webinaire sur que se passe-t-il après l'étape 6 quand toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire arriveront à C'est cette étape génial. 6. C'est génial. Optimiser l'étape 6. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez pu noter les 2-3 techniques pour justement optimiser le développement commercial de votre cabinet. Je me demande s'il y a une dernière question ou si on peut laisser tout le monde manger. En tout cas, nous restons disponibles, Ludovic et moi. On pourra vous envoyer nos coordonnées dans un mail suivant ce webinaire. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on échange pour rentrer un peu plus en détail dans ces niveaux-là, surtout les niveaux 3, 4 et 5. Et merci encore à tous. Merci à C'était mon tous. premier webinaire de ma vie. J'espère que c'était bien. C'était Et top. je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup.